crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer cette 13e étape de ce Tour de France 2022. C'était la première étape de haute montagne, on attendait un feu d'artifice et on a été encore plus gâtés que cela. Ça a été absolument phénoménal entre les principaux protagonismes du classement général. L'équipe Jumbo-Visma a harcelé Tadej Pogačar et l'a fait plus que vaciller puisque, oui, ce soir, le Slovène ne porte plus la tunique jaune et c'est bien Jonas Vingegaard qui a fait tout péter, évidemment bien aidé par ses coéquipiers, mais le Danois a été fantastique pour prendre le jaune à Pogačar dans des proportions que l'on n'imaginait même pas possibles. Je vais donner le résultat de l'étape et après je reviendrai sur le déroulé qui a été absolument fantastique. On en a eu de partout avec les favoris qui roulaient les uns sur les autres, c'était complètement fou. En haut du col du Granon, Jonas Vingegaard s'impose avec 1 minute d'avance quasiment sur Nairo Quintana. C'est tout simplement fou. 1:10 d'avance sur Bardet, 3e qui a fait une montée folle. Geraint Thomas est 4e. David Gaudu, 5e, a géré de façon exceptionnelle sa montée. Adam Yates en a profité pour lâcher Tadej Pogačar sur les dernières pentes. Le Slovène finit 7e à 2 minutes et 53 secondes de Jonas Vingegaard. Le Slovène, l'imbattable coureur qui aujourd'hui a complètement explosé et a lutté sur les pentes du Granon comme on ne l'avait jamais vu auparavant. On l'avait un tout petit peu vu craquer sur le Ventoux l'année dernière, mais là, il a craqué dans des proportions phénoménales. Lutsenko est 9e, Lutsenko 8e, Kruijswijk 9e et Warren Barguil qui a un temps pensé à la victoire d'étape finit lui 10e. Voilà, c'était complètement fou puisque cette étape elle a été animée. Alors bon, tout d'abord par Van Aert et Van Der Poel qui ont fait le départ de l'étape, mais ensuite on a eu une échappée où il y avait notamment du Warren Barguil, du Wout Van Aert, du Dylan Teuns, du Latour, enfin il y avait des coureurs intéressants devant. Warren Barguil qui s'est d'ailleurs isolé dans le Galibier, mais ce qui a été très intéressant c'est la tactique de Jumbo-Visma qui dès le col du Télégraphe a tout fait péter, c'est-à-dire a commencé à attaquer avec évidemment Primož Roglič qui, on l'a bien compris à ce moment-là, était d'ailleurs devenu un équipier et ne jouait plus sa carte personnelle pour le classement général. Tout était dévoué à Jonas Vingegaard et c'était bien logique tant on voyait que le Danois était fort. Primož Roglič a donc attaqué et à partir de ce moment-là, on a un Tadej Pogačar qui saute sur tout ce qui bouge mais qui donc, et on le comprendra par la suite, va dépenser une énergie qui lui coûtera, je pense, beaucoup par la suite. Parce que quand je dis que la Jumbo-Visma fait tout péter à plus de 70 km de l'arrivée, c'est exactement ce qui se passe. Tout le monde attaque. D'abord, on a un Roglič. Après, on a un Vingegaard. Même Pogačar en remet une petite, mais là où ça a été le grand bazar, c'est-à-dire descendre du Télégraphe, et tout de suite, en fait, on arrive sur le Galibier, et à partir de ce moment-là, dès les premières pentes du Galibier, alors que le Galibier fait 17 km de ce côté-là, dès les premières pentes du Galibier, on a une bataille monstrueuse, et on a la hiérarchie qui se dégage. On a une bataille monstrueuse entre Pogačar, Vingegaard, Roglič, qui à ce moment-là semblent être les trois plus forts, avec un petit cran derrière, Bardet, et Geraint Thomas très costaud, mais Bardet impressionnant, et à un autre échelon, on a du Quintana et du Gaudu, du Yates, qui sont lâchés, du Vlasov, du Enric Mas, qui sont vraiment derrière. Ça, c'est la hiérarchie du Galibier. Devant, en tête de course dans le Galibier, on a un Barguil qui a 5 minutes d'avance à peu près, mais qui est tout seul et qui aura du mal à lutter. On a du Van Aert qui se fera relever par la suite, mais on assiste vraiment à une Jumbo-Visma qui use de toutes ses cartes et qui use de Primož Roglič qui met des attaques. Pogačar saute, Vingegaard en remet une. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Pogačar défend, il y a un autre Jumbo-Visma qui va attaquer. Ce qui fait qu'en fait là, où quand les Jumbo attaquent 2 fois, il y en a un qui attaque, ils dépensent beaucoup moins leur énergie, les Jumbo-Visma, vu qu'ils divisent par 2 le nombre d'attaques qu'ils font chacun, quand on considère nos amis Vingegaard et Roglič.
Alors on voit qu'évidemment Roglic est utilisé comme un coéquipier, mais le but c'est de faire mal à Pogačar, vraiment de l'isoler. De toute façon il n'avait plus aucun équipier, on a vraiment vu la faiblesse abyssale de UAE, bien que Rafał Majka mette un bon coup de collier dans le col du Granon, vraiment il était clairement pas aidé, et il était tout seul à sauter sur toutes les attaques, et il n'y en a pas eu qu'une, il y en a vraiment pas eu qu'une, et alors c'est marrant parce que dans le Galibier on a vraiment pu voir les moments de gestion, les moments d'attaque, parce qu'à certains moments Pogačar et Vingegaard se retrouvaient tous les deux, avec derrière on avait du Geraint Thomas et du Romain Bardet qui parfois revenaient, parfois étaient lâchés en fonction du rythme qui était imposé, mais c'était quand même Pogačar qui a imprimé souvent, très très souvent le rythme, et je me demande à quel point il fallait qu'il imprime ce rythme-là, parce que je me dis de faire toute la montée devant au rythme, est-ce qu'il aurait pas pu laisser le boulot faire à Jonas Vingegaard ou autre. En même temps c'était compliqué parce que on a bien compris que Tadej il se méfiait seulement de Jonas et il allait sauter seulement sur les attaques de Jumbo-Visma. On a notamment vu quand à un moment Romain Bardet est revenu, il a pas sauté sur l'attaque du français, et c'est plutôt logique. Déjà il a sauté sur toutes les attaques de Primoz et de Jonas, il allait pas sauter sur toutes les attaques de Romain Bardet. Et on arrive du coup dans cette vallée, entre cette descente entre le Galibier et le Granon, où on a un Wout van Aert du coup qui est complètement relevé, et on a en fait un regroupement de toutes les forces quand on arrive en bas du Granon. Ce qui fait qu'on arrive en bas du dernier col avec Jonas Vingegaard, Quintana, Bardet, Thomas, Gaudu, Yates, Pogačar, Kruijswijk, tout cela on les a, les Majka, les Vlasov, les Madouas, les Enric Mas, les Tom Pidcock, Sepp Kuss, Primoz Roglic, ils sont tous là pour le pied du Granon. On a un gros groupe vraiment, et à ce moment-là on se doute absolument pas que Pogačar puisse se prendre une déraillée pareille, quoi, enfin qu'il puisse se faire exploser à ce point-là, parce que on le voyait plutôt répondre bien aux attaques de nos amis de la team Jumbo-Visma, et Tadej il avait l'air plutôt pas mal. En plus il récupère un Rafał Majka, c'est Wout van Aert qui fait le tempo jusqu'au pied du Granon. Et là, t'as un Primoz Roglic qui met une bonne petite pêche quand même, et qui après se fait décrocher avec Kruijswijk et Kuss, et c'est Majka qui va faire le rythme, jusqu'à 5 bornes de l'arrivée pour ce groupe. Alors on a toujours un Warren Barguil qui est devant, qui perd de plus en plus de temps. On a un Quintana qui anticipe, un Quintana qui est de retour à un niveau qu'on n'avait plus vu depuis peut-être l'étape entre Embrun et Valloire en 2019, hein. Et on sait, les étapes à plus de 2000, c'est quand même sa came à notre ami Neyroman. Et dès le pied du Granon, on a en fait la même hiérarchie qui se met, avec un Enric Mas lâché, avec un Gaudu qui est entouré par Madouas et Storer. T'as Pogačar où il y a Majka, Vingegaard est entre guillemets plutôt seul. On a un Geraint Thomas et un Romain Bardet qui s'accrochent vraiment bien aux deux qui semblent plus forts. Yates s'est détaché, et on a cette même hiérarchie. On se dit qu'on va forcément assister à une attaque soit de Pogačar, soit de Vingegaard. À 5 km de l'arrivée, on a Romain Bardet qui anticipe, et alors là, on a une giclette impressionnante de Vingegaard, et là, pour la première fois vraiment sur le Tour de France, Tadej Pogačar ne peut pas suivre, il est lâché, et surtout il est lâché, mais il est scotché et en perte de rythme complet. Mais alors complet, on voit derrière, on a du Geraint Thomas et tout ça qui arrive vraiment à suivre, et qui surtout va lâcher Pogačar, et on a un Pogačar qui sur le faciès nous paraissait facile entre le Galibier et le Granon, et là, il est dans le dur, il regarde la route. Il y a Bardet qui est devant qui s'échappe, il y a Thomas qui s'échappe, il y a Quintana devant, il y a même un Gaudu qui leur vient dessus, il y a Adam Yates, et ces coureurs-là vont lâcher Pogačar qui est en perdition complète, en contraste absolu avec un Jonas Vingegaard, mais qui vole complètement sur les pentes du Granon. Le mec explose tout le monde, il mange Nairo Quintana. Il a fait exploser Pogačar, il a dit qu'il essaierait de le faire, mais encore faut-il en avoir les moyens, et il en avait plus que les moyens. Il a mis une trempe, mais à tout le monde. C'était en haute montagne aujourd'hui le plus fort, et alors mais de très 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 loin. Il les a fait éclater. Il met 1 minute à Quintana, il met 1:10 à Bardet, il met 1:30... une 38, même presque une 40 à Thomas, il met 2,53 à Pogačar, il a mis une trempe à tout le monde. Il va porter donc pour la première fois le maillot jaune, le 14 juillet en plus, qui plus est, sur une étape qui arrivera à l'Alpe d'Huez avec le Galibier, mais dans l'autre sens, par le col du Lautaret, un petit coup à la Croix de Fer, et évidemment les 21 LSC de l'Alpe d'Huez. Mais ce qui nous a surpris, c'est à la fois la force de Vingegaard, qui était impressionnante, parce qu'il a tenu 5 km, attaque,
Pleine balle, il a été monstrueux, et derrière un Pogačar qui, au fur et à mesure des kilomètres, mais perdait de plus en plus de temps, c'est-à-dire que ça allait de plus en plus mal pour Tadej qui... Alors est-ce que c'était un jour sans? Est-ce qu'il se sentait bien? Il a dit qu'il se sentait bien au Galibier, mais est-ce qu'il n'a pas surtout gaspillé trop d'énergie au Galibier? Et je pense que là, il faut rendre un immense bravo à la Jumbo-Visma qui a usé de toutes ses cartes pour faire mal à Tadej Pogačar, c'est-à-dire le faire complètement craquer, quoi, l'user. Tu utilises Roglic, tu utilises Vingegaard, tu fais relever un Van Aert, tu fais rouler dans la vallée, tu fais mal, tu uses. Au col du Granon, pam, direct, un coup de Roglic pour remettre un coup de tempo, et enfin, dernière lame, Vingegaard. Enfin, franchement, ils ont usé de toute leur force. C'est de toute façon la meilleure équipe du peloton, ils sont forts partout. Ils ont les meilleures cartes de quel que soit le terrain de jeu, avec en plus le meilleur grimpeur du peloton, on l'a vu en haute montagne, Jonas Vingegaard est le meilleur. Alors, la question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce qu'il a fait le plus dur ou pas? Quand on voit les écarts qui ont été creusés, c'est-à-dire que maintenant Vingegaard a 2,16 d'avance sur Romain Bardet qui a fait une montée phénoménale, il a 2,22 d'avance sur un Pogačar, 2,26 sur un Thomas, 2,37 sur Quintana, 3,13 sur Gaudu qui a quand même dépassé Pogačar. David Gaudu, j'ai beaucoup aimé parce qu'il a pas fait le fou. Vraiment, il était lâché dans le Galibier, mais il a jamais craqué. Il est revenu dans la vallée et ensuite au Granon, il s'est mis à son rythme, vraiment à son rythme, pour ensuite dépasser un Pogačar. Il perd 2 minutes sur un Vingegaard, ce qui est honnête aujourd'hui tant le Danois était fort, et il a dépassé un Pogačar. Donc on voit vraiment que la gestion de David a été excellente. Très bonne équipe aujourd'hui, la Groupama FDJ qui a vraiment aidé avec un Valentin Madouas très intéressant et un Michael Storer qui sont toujours restés auprès du Breton. Est-ce que Jonas Vingegaard a fait le plus dur? Quand on voit la facilité qu'il a eu à décrocher tout le monde en haute montagne, on a envie de dire que oui. Mais la question vraiment qu'on se pose, c'est un Pogačar à son niveau n'a jamais perdu un Tour de France. Est-ce que c'était juste une mauvaise journée ou est-ce que c'est juste Pogačar qui est vraiment moins fort que Vingegaard cette année, ce qui est aussi possible, mais on est tellement peu habitué avec un Tadej Pogačar de le voir dans le dur comme il a été dans le dur, parce que là vraiment il piochait sérieusement quand même le Slovène, il regardait ses roues, il arrivait pas à suivre Yates, il arrivait pas à suivre Gaudu, il arrivait pas à suivre Bardet, il arrivait pas à suivre Thomas, donc de toute façon il était clairement en bas dans la hiérarchie, il finit 7ème et c'était clairement sa place aujourd'hui. Est-ce que Pogačar peut revenir? J'ai envie de dire que oui. Il peut trouver des terrains de jeu à coups de bonif et tout, se rapprocher peut-être pour le contre-la-montre de 40 km, mais ça me paraît quand même compliqué parce que Jonas Vingegaard a quand même une armada et c'est surtout le plus fort en montagne, quoi. Mince, quoi. Enfin, je veux dire, Vingegaard est le meilleur grimpeur de ce Tour de France pour l'instant et il n'y a pas de débat. Et c'est en ça que l'étape de demain va être intéressante. Est-ce que Pogačar va se refaire la cerise ou pas? C'est ça la grande interrogation, parce qu'il y a encore demain, ça va être terrible, il va faire une chaleur folle. Est-ce qu'il va pouvoir se remettre? On l'espère pour le spectacle, mais sinon Jonas Vingegaard nous a déjà offert un spectacle fou. On a vécu une immense étape et franchement c'était du très très beau vélo du côté du col du Granon et du col du Galibier, et bravo à la Jumbo-Visma qui a porté ses coronesses, il faut le dire, qui a fait péter Pogačar, et bravo à Vingegaard qui a sublimé tout ça. N'hésitez pas à partager et à vous abonner, on se retrouve très très vite, ciao, à plus.